Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc je vais pas faire une longue intro, juste j'ai les mêmes habits parce que je tourne la deuxième partie au même moment que la première, donc pense pas que je me suis pas lavé. Et du coup oui, donc on se reprend où on s'était arrêté, tout simplement, comme je l'ai dit, tous les liens sont en description, le lien de la vidéo de la chaîne, donc la chaîne c'est Fatch, la vidéo c'est suivre, c'est marqué le titre, hein, survivre à une course en montagne de 171 km. Et puis on est reparti exactement au même endroit. Beaucoup ont augmenté la durée de leur nuit ou ont accumulé les siestes les jours précédents. Mais rien ne peut compenser le manque de sommeil pendant l'épreuve. Les muscles se fatiguent. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ce qui est possible, ou soit vous pouvez aller la voir sur sa chaîne. Donc il y aura le lien en description. Et sinon, ça parlait de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course en montagne mythique pour ceux qui font de la course de montagne. Et donc il parlait de Kylian Jornet, euh, un surhomme, voilà, un surhomme, mais qui avait de la concurrence rude avec quelques Américains et un Français aussi qui avait gagné les 3 UTMB dans sa vie, donc qui a quand même un gros palmarès. Donc là, c'est la suite. Donc là, on est tombé dans la nuit. Donc ils sont partis depuis 2, 3, 4 heures. Je sais plus exactement depuis quand ils sont partis, mais donc, ce qu'ils disaient, c'est que les amateurs prenaient une pause pour se reposer. Mais vu que eux, les professionnels cherchaient la victoire et passaient en dessous de la barre des 20 heures, ou s'en rapprocher le plus possible, ils prenaient pas de pause pendant la nuit. Donc c'est de ça qu'ils parlaient juste avant qu'on arrête la première vidéo. Plus vite, les risques de perte d'équilibre ou de chute s'accentuent et des hallucinations peuvent parfois se manifester. En fait, la nuit, c'est une sorte de juge de paix. C'est là que les premiers gros écarts entre favoris peuvent se créer. Et à l'approche de cette nuit, donc, Kylian Jornet et Jimmo Hemsley sont toujours devant. Derrière, un petit groupe se forme. Zach Miller, Pau Capel et Tom Evans, dont je ne vous ai pas encore parlé. Ancien militaire et coureur de fond, il est revenu de blessure cette année et a remporté 2 ultras de moyenne distance. Enfin, moyenne, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, il lui faut maintenant prouver qu'il peut exister sur 170 km. Et juste derrière, on retrouve un Français. Enfin. Donc là, oui, ça doit être Mathieu Blanchard qu'on voit, vous voyez, avec le short rouge. Oui, je sais, je vous avais dit en intro que les Français étaient forts sur l'ultra. Mais pourtant, sur cette course, je n'en ai encore évoqué aucun. En fait, les cadors de la discipline ne sont pas là. François Daen, le quadruple vainqueur, a préféré se concentrer sur la hard rock et la diagonale des fous, 2 autres courses mythiques. Et Xavier Thévenard, autre légende du sport, est diminué par des problèmes de santé. Alors cette année, pas de favori chez nos Français. Mais rassurez-vous, nous avons donc un gros outsider. C'est Mathieu Blanchard. Il a commencé la course à pied à 26 ans, puis il a progressé à une vitesse folle et s'est très vite orienté vers le trail. 26 ans, c'est tard hein, pour commencer la course à pied ou n'importe quel sport. Après, je pense qu'il y a des sports qui sont plus faciles que d'autres à commencer. Par exemple, tu vas pas faire une carrière de footballeur pro à 26 ans. Parce que en général, t'es souvent ou soit à ton prime ou soit dans une chute descendante. Mais par contre, même lui qui a commencé à 26 ans, je pense qu'il a dû se mettre, il a dû avoir des contraintes et forcer beaucoup plus que les autres pour arriver à un tel niveau, je pense. Troisième l'an passé à l'UTMB, il fait encore partie de ceux qui cumulent un travail classique à côté de leur carrière d'ultra. Cette année, il a décidé de faire un début de course prudent et de respecter son plan de course. Puis après le 30e kilomètre, il a commencé à augmenter l'allure. Bon, pour l'instant, il est encore derrière, à quelques minutes de la tête de course. Mais il a en mémoire une chose, la remontada de Ludovic Pomeray lors de l'édition 2016. 50e avec un retard de 45 minutes sur la tête de course au début de la nuit. Et proche de l'abandon, il avait fini par rattraper les coureurs les uns après les autres, prenant finalement la tête à 25 km de l'arrivée pour s'imposer. Alors Blanchard le sait. Mais ce gars, c'est un surhomme aussi. Comment tu peux avoir 45 minutes? 45 minutes à pied, c'est pas pareil que 45 minutes, par exemple, en vélo. Je sais pas, par exemple, en vélo, si pendant une descente, tu te la donnes à fond, tu peux aller plus vite. À pied, même si tu cours plus vite au bout d'un moment, tu vas pas prendre 10-20 km/h de plus. Ouais, tandis qu'en vélo, tu peux facilement passer de 40 à 60 km/h dans une descente. Alors qu'à pied, je parle des professionnels évidemment, mais à pied, c'est plus dur. Tu vas pas passer de, je sais pas, de 10, de 17 ou 20 à 30 à pied. Ou vraiment sur une courte distance. Donc c'est beaucoup plus dur. Et 30 c'est chaud de fou.
27, oui, mais 30, c'est chaud. L'ultra c'est long, certes il a un peu de retard, mais il lui reste du temps. En plus il a de bonnes jambes, alors le podium est encore jouable. Et puis lui a également un autre objectif dans un coin de la tête, la gagne. Vers minuit, les leaders passent le col de la Seigne, passage symbolique vers l'Italie. 1 heure plus tard, le long du lac Combal, Jim Walmsley profite de la partie roulante pour tenter de creuser l'écart. Puis vers 2 heures, c'est l'arrivée à Courmayeur, lieu du second ravitaillement avec assistance autorisée. 1 minute 15 après Jim. 1 minute 15 after Jim coming in into the aid station. Et c'est le moment pour moi de vous parler un petit peu plus en détail de ces ravitaux. En fait, en course, que ce soit sur route ou sur sentier, plus la distance s'allonge, plus ils deviennent un facteur de performance capital, physiquement et moralement. En fait, le ravito, c'est un court moment, situé dans des zones précises, où il faut faire le plein de force. La plupart doivent être réalisés en autonomie par le coureur, avec des produits fournis par l'organisation. Mais je crois que l'UTMB, comme on a pu voir là à l'écran, vous pouvez le regarder sur l'équipe, la chaîne L'équipe, donc sur la 21 à la télé, mais je sais pas si ça se fait toujours. La vidéo, elle date de... Ah si, il y a 10 mois, donc je pense que ça doit toujours passer sur l'équipe. Quelques-uns dérogent à la... Je sais pas quand c'est en fait l'UTMB. Alors bien sûr, cette assistance, c'est l'occasion pour l'athlète de se décharger d'un poids, celui de remplir lui-même ses gourdes, celui de chercher lui-même la bonne quantité d'aliments à emporter, et plus globalement, celui de gérer le temps de pause. Car si l'on ne peut pas gagner du temps en course, alors le ravito peut s'écourter pour permettre de rattraper du temps. Mais l'assistance a une autre visée, encore plus importante, de celles qui peuvent changer le destin d'une course, de celles qui peuvent transformer un probable abandon en une remontée, ou au contraire, vous couper les jambes. Cette visée, c'est de rebooster mentalement l'athlète, car après plus de 100 km seul ou presque, le corps humain est forcément amoché, et l'esprit aussi. Et ce qui nous maintient alors, c'est la tête. Alors voir une personne de confiance, c'est plus qu'un soulagement, c'est un potentiel transfert d'énergie. Ça doit être dur là, quand ils mangent et tout, ça se voit, ils doivent être à bout. Magie qui peut être à double tranchant, car lorsque l'on arrive au ravito et que l'on se plonge dans les yeux de son assistance, c'est un miroir de notre propre condition que l'on Le gars, lui, on voit sa cage thoracique là, fixe. il est maigre un peu. Choqué des séquelles qu'aura déjà laissé plusieurs heures de course sur le visage. Alors l'athlète peut le voir, prendre conscience de sa condition. Et là c'est la catastrophe. Mais bref, la nuit touche à sa fin. Les coureurs ont passé le plus haut sommet du parcours, le Grand Col Ferré, à 2537 mètres d'altitude. Et le soleil commence à se lever sur le massif du Mont Blanc. Et comme prévu, la sélection naturelle a bien eu lieu. Et les tendances de course se sont affirmées. Seuls les plus forts ont survécu. Jim Walmsley est sur un nuage et tient un rythme démentiel à l'avant. C'est énorme ce qu'est en train de faire Jim Walmsley. Il est en train de creuser l'écart, c'est historique. Si vous nous rejoignez, il est 6h22. Jim Walmsley qui est en tête et qui va venir pointer au passage au 110e kilomètre à la Foulie. Ouais, il va lui rester 60 km. Ouais, manque de sommeil, 110 km effectivement déjà derrière eux. C'est que on se rend pas compte, mais ils disent tout naturellement qu'il va lui rester 60 km. C'est énorme à pied. Moi, 60 km, ça se trouve, je peux même pas les faire. Comme j'ai dit dans la première vidéo, quand je parle, je peux pas les faire si je suis surentraîné. Aujourd'hui, évidemment que je vais pas les faire les 60 km, mais même si je m'entraînerais, je suis même pas sûr de pouvoir les faire. Qui reste très bonne pour Jim Walmsley qui a l'air plutôt en forme. Sa foulée est encore pure et son visage serein. Derrière, Kylian Jornet est toujours en embuscade. Mais il est maintenant à 6 minutes de l'américain et semble déjà marqué. Ça va? Et le troisième, c'est Mathieu Blanchard. Le Français est en forme, il est en position de chasseur. Nous sommes à 12 heures de course, il en reste environ 8. On compte déjà 150 abandons et beaucoup d'autres commencent déjà à perdre pied. Le recordman de l'épreuve, Pao Capel, est toujours là, mais il est 8ème et déjà décroché. Sauf surprise, ce ne sera pas son année. Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques kilomètres de Champellac, le prochain ravitaillement avec assistance. Champellac, c'est une sorte de petit Canada, un amas de chalets traditionnels entouré de forêts et perché à un peu plus de 1500 mètres d'altitude. Mais c'est surtout le juge de paix habituel de l'UTMB, car juste après, ce sont 3 montées qui s'enchaînent. Et depuis 2013, l'homme qui est ressorti en tête s'est à chaque fois imposé à Chamonix. Enfin, sauf une fois, en 2016, lorsque Ludovic Pommeret avait réalisé l'exploit en remontant près de 50 places sur la deuxième moitié de course. Mais bref, cette histoire de Ludovic Pommeret, c'est simplement une anecdote que je vous donne. Comme ça, Champellac, nous y sommes presque, et un homme... Bon, après, en vrai, ils sont très très chauds. Mais je pense si pendant 1 an ou 6 mois, tu t'entraînes vraiment à fond, tu peux tenter la course, pas faire la course avec eux évidemment, mais tu peux tenter de faire un départ et finir la course. Mais par contre, soit tu l'as fait tout seul la course, soit tu l'as fait avec eux, mais tu sais que tu finiras jamais premier. En souffrance, proche de la rupture, c'est Kylian Jornet, et il est repris par Mathieu Blanchard.
oui, c'est Non. Blanchard. Kylian Jornet, quel rebondissement. Quand on vous disait que Mathieu Blanchard était costaud, il est en train d'attaquer Kylian Jornet. Quelle course de Mathieu Blanchard. Il met la pression parce que regardez, il commence à faire un écart. L'Espagnol est dans le dur, mais il s'accroche. Regardez le regard de Mathieu et Kylian qui est recollé quand même. Hein. Et le duo part chasser ensemble Jim Wamsley. Jim Wamsley dans la montée sur Champélac, ça monte fort, ça grimpe fort. Et puis en bas de cette descente, vous avez Mathieu Blanchard, Kylian Jornet en deuxième et troisième position. Puis ensemble, ou presque, ils arrivent au fameux ravitaillement de Champélac. Comment tu te sens? Tu te sens bien là? Tu te sens bien? Tu m'as mis une mine à la montée. Il dit à tout le monde qu'il va déroper. Ok, il parle en catalan à tout le monde. Il est tous derrière toi, Mathieu. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. Jim Wamsley était lui arrivé quelques minutes plus tôt. Mais quelque chose cloche chez l'Américain. Il ne s'est que très peu alimenté. C'était lui qui était tout maigre, non? Je pense qu'il va abandonner en vrai. Jim Wamsley est arrivé à Champélac avec près de 14 minutes d'avance sur ses deux poursuivants. Mais pourtant, seulement 1 heure plus tard, et alors que les caméras de l'organisation avaient perdu la trace des hommes de tête dans la forêt, seuls Kylian Jornet et Mathieu Blanchard en ressortent. Nous sommes dans la montée de Bovine, et tout le monde se pose alors la même question. Imagine, il est tombé d'un ravin, le gars. Non, en vrai, je rigole. Non, en vrai, c'est pas drôle, mais imagine, il a eu un truc et tout. Je sais pas si Jim Wamsley. Et là, on a un aperçu sur l'alpage de Bovine. On a vu tout à l'heure Kylian Jornet, on a vu Mathieu Blanchard. On devine un coureur qui a l'air de peiner et c'est peut-être Jim Wamsley. No. Oh là là. Incroyable. Oh là 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 là, ce qui est en train de se Incroyable. Ah, il a craqué, hein. Catastrophe. Un troisième craquage à l'UTMB. Épuisé, sans énergie, il n'avance plus. Donc là, Ah ouais, il est fini, hein. Il a craqué, c'est terminé. Épuisement musculaire. C'est même difficile de garder l'équilibre. On tangue à droite à gauche. On a juste une seule envie, c'est s'allonger par terre. Et là, il faut trouver les ressources ailleurs. Seul dans la montagne, il lui faut maintenant reprendre ses esprits au plus vite pour garder ses chances de victoire ou à minima conserver sa troisième place. Devant donc, la donne a changé. Ils ne sont plus que deux. Mathieu Blanchard, notre outsider, et l'extraterrestre Kylian Jornet. Certes diminué, mais qui a... Je vous jure, c'est un ovni, Kylian Jornet. Et même Mathieu Blanchard, ils sont trop chauds. prendre des forces membres. Trop chaud. Et là, la course est maintenant différente. Pour les deux, il n'y a plus qu'un seul objectif, lâcher l'autre sans se mettre dans le rouge. C'est difficile car la stratégie de course n'est plus la même. Il faut sortir de sa croisière, sortir de son flot, lancer des attaques et répondre à celles de l'adversaire. Lâcher quand on ne peut plus suivre, mais seulement un peu, jamais trop. Et ce type de course, c'est une dépense énergétique supérieure et extrêmement violente, après maintenant plus de 15 heures de course. Niveau rapport de force... 15 heures, sans dormir, hein. Kylian Jornet est au-dessus dans les montées, mais il souffre dans les descentes, alors les deux font l'élastique. Puis finalement, presque ensemble, nos deux leaders arrivent au ravitaillement avec assistance du Tri1, kilomètre 140. Et Blanchard retrouve donc Alix, qui l'assiste depuis le début de la course. C'est bien mon père, c'est très très bien mon père. Faut que tu bombardes. C'est sa femme, je pense, hein. Et de toute façon, il va rester 30 km. En vrai, pour eux, 30 km, ça va. Mais après, 30 km, quand t'as fait 15 heures de course, faut quand même. Mais non, t'es fait pour ça, on va le faire. On va le faire ensemble, on va le faire ensemble. Allez, on bombarde. Allez, ça va le faire mon père, c'est normal, c'est normal. C'est dur, c'est normal. Regarde-moi, 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 regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu le mérites, d'accord? Tu le mérites. Allez, c'est bientôt fini, tu l'auras fait, d'accord? Tu l'auras volé à personne. Avec toi, une petite flasque. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, très bien, Mathieu. On est reparti. Ouais, c'est sa femme qui l'assiste. On est reparti maintenant. Mathieu Blanchard qui raccourcit au maximum ce passage au ravitaillement et qui donc prend la tête tout simplement de cette UTMB. Encore une fois, malgré la difficulté, Blanchard sort devant. Et Kylian Jornet qui est plus posé, mais qui n'a pas laissé partir quand même son adversaire. Ah, il l'a pas laissé, hein. Et Kylian le marque. Le mano à mano continue. Là on rentre dans une guerre psychologique, comme si c'était pas assez dur physiquement et mentalement. Maintenant on rentre sur un duel. Et c'est maintenant l'heure de l'avant-dernière montée, celle vers le chalet d'alpage d'Etsep. 650 mètres de dénivelé positif avant d'attaquer la descente vers Valorcine. Il y a plus de montée, frère. Les gars, c'est un mur, en fait, qui monte. Dans la montée, c'est donc l'Espagnol qui a l'avantage. Il les pratique depuis l'enfance et gère à la perfection son effort cardiaque. Dans les pentes faibles, il court, mais son cœur ne s'emballe que très peu. Et dans les montées raides, sa technique lui permet de bien répartir son effort physique
applique sur l'ensemble de son corps pour soulager ses quadriceps, soit en s'aidant de ses mains, soit de ses bâtons. Par contre, comme dans les descentes, il est beaucoup plus difficile de soulager les muscles de ses jambes, alors il souffre le martyre. Dans les pentes faibles, c'est encore soutenable, car il peut allonger sa foulée et ainsi limiter la puissance des impacts. Mais lorsque la pente devient importante, il est obligé de la raccourcir, pour ralentir, mieux maîtriser ses pas, et ainsi éviter la chute. Chaque choc est alors un supplice, et la peur de voir son muscle lâché grandit. Alors c'est là où le Français reprend du temps. Et après la montée jusqu'au chalet d'alpage d'Etsep, puis la redescente côté France vers Valorcine, c'est encore le statu quo. À toi, à moi, c'est le mano à mano qui se... À toi, moi. Nous sommes maintenant au dernier ravitaillement avec assistance. Il ne reste plus qu'un véritable col à passer. Et c'est là que la victoire va se jouer. Alors que nous sommes voilà, désormais à quelques mètres du ravitaillement ici à Valorcine. Et c'est l'épilogue qui va débuter avec cette dernière montée, cette tête au vent qui va être le juge. Regardez la taille de la montée quand même. C'est plus une montée ça. Regarde-moi, ok? Allez. Purée. Non, pas de purée, Ok. pas de purée. Non, purée là. Allez, go. Il y a Roger, il y a tout le monde. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. T'en goûtes deux? Ok, c'est bon. Il y en a plus que deux. On y va. Désolé, il est pas... Désolé, il est lucide, mais il est tellement crevé par le truc qu'il se dit j'ai... En vrai, ça doit être ultra dur. C'est tout simplement énorme là. C'était vraiment une course. Qui va gagner? Qui va gagner? En vrai, c'est chaud, mais je pense que c'est Kylian Jornet qui va gagner, moi. Parce qu'il est vraiment... Je pense qu'il est quand même au-dessus. Parce que dans les montées... Après, il y a quand même une longue descente à la fin. Il y a une longue descente, mais je pense qu'il est au-dessus. C'est énorme ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre là. Derrière eux, Jim Wamsley est en souffrance. Il arrivera à Valorcine 35 minutes plus tard. Mais surtout, encore une fois, au bord de l'abandon. Can you pound a Coke? No, I ate too much at the last aid station. What? You haven't eaten anything. What do you want? Ah ouais, il a craqué totalement. Hein. I heard Matthew's falling back, but Il a craqué totalement. I'm not sure I'm gonna be able to hold them all. It's okay. Just do your best. You're doing great, okay? You got it. Pour Jim Wamsley, il faut donc tenir pour assurer le podium. Réponse en fin de course, et pour nous, retour à l'avant avec les hommes de tête. Il reste seulement 20 km, mais surtout deux ascensions terribles. Le faux plat très montant du col des montées, et surtout, juste derrière, enchaîné, l'ascension de la tête au vent. 2 km. En vrai, je pense Kylian Jornet, là, à la grosse montée, vu qu'il est il est plus chaud, je pense que c'est là où il peut prendre de l'avance. Parce qu'à la descente, comme il l'a dit, il a plus de mal, alors que le Français arrive mieux en descente qu'en montée. Donc s'il prend beaucoup d'avance, ça peut combler ses lacunes de descente. Quand je dis lacunes, c'est un grand mot, hein, parce que ça reste des monstres, les deux. Donc, lorsque toutes les parties de votre corps sont dans la réserve. Et tout ça après 150 km et 18 heures de course. Pendant ce temps-là, mais vous le voyez, Kylian a pris quand même quelques mètres d'avance sur Mathieu Blanchard. On a vu d'ailleurs le regard de Mathieu, peut-être un petit peu hagard. C'est vrai que sa compagne parlait beaucoup, lui un petit peu moins. Kylian Jornet, lui, il a jeté un petit coup d'œil. On a vu regarder du coin de l'œil ce que faisait le Français pour bien repartir devant son adversaire et lui poser à minima une petite attaque. Ouais, une petite attaque qui fait quand même la différence. L'Espagnol a attaqué Blanchard dans le col des montées. ouais, j'avais dit La qu'il allait gagner sur la montée. Bah, gagner, c'est pas gagner, mais... Dans le moteur, là il y a les crampes qui vont commencer à arriver, ça va être très compliqué à gérer. On voit, Après, si vous avez l'image un peu pixelisée, ça vient pas de moi, parce que je suis en qualité maximum, donc je peux rien faire de plus. Ça vient de la vidéo de l'équipe, bah du truc de l'équipe qui est déjà pixelisé. Et je pense que Fatch, quand il a repris aussi la vidéo, c'était déjà pixelisé, donc il a pas pu augmenter la qualité. Entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard font état d'un quart d'heure maintenant, 16 minutes d'écart d'un coup d'un seul suite à l'accélération de Kylian Jornet. Ne me regardez pas comme ça, Michel, ne me regardez pas comme ça, Morgane, je ne fais que lire. La vitesse d'ascension de Kylian Jornet est si absurde que l'on en vient même à se demander si la barrière des 20 heures ne pourrait pas tomber. Cette barrière mythique des 20 heures n'a jamais été vaincue. Je vous avais dit qu'en montée, il allait tout casser, c'était sûr. Ah, il est trop chaud en montée. Un nouveau record sur la Hard Rock cette année et peut-être capable de
s'envoyer à la fois un troisième succès, mais également un troisième record. Et les espoirs quand même sont toujours permis, je précise, pour Mathieu Blanchard. Derrière, il y a une partie plutôt plane avec ses balcons de Flégère et ensuite la redescente sur Chamonix qui sont peut-être favorables à Mathieu Blanchard. Mais les écarts, on vous parlait de un quart d'heure, de 10 minutes. Là, les deux hommes, c'est notre dernier pointage, c'est la tête au vent, arrivée imminente pour les deux. Donc l'écart n'est peut-être pas si élevé que cela. Il n'y a peut-être pas 10 minutes ou voire même 5 minutes comme nous l'annoncions il y a encore quelques instants. Mathieu Blanchard qui vient de passer effectivement à la tête au vent, donc on a un écart un petit peu plus solide. On aurait donc 9 minutes d'écart entre Kilian Jornet et Mathieu Blanchard. La barrière des 20 heures sur le parcours complet devrait, selon toute vraisemblance... Ouais, je me rends pas compte, mais 9 minutes, ça reste quand même énorme. Bah après, ça se reprend vite parce qu'ils ont pris un gars, le américain, qui avait 45 minutes d'avance au début, mais 9 minutes, à ce niveau-là, pour eux deux, je veux dire, vu que l'autre, il a totalement craqué, mais 9 minutes, ça reste quand même assez énorme, je pense. Il n'y a peut-être pas 10 minutes entre les deux hommes. Les écarts réels sont difficiles à calculer. Beaucoup d'informations circulent. Et lorsque Kilian Jornet arrive à la Flégère et qu'il ne lui reste donc plus que la descente, il pense déjà avoir fait le trou. Mais à la sortie du ravitaillement, on lui fait comprendre que rien n'est encore joué. 6 minutes, il est 6, 7. Il lâche rien. 7 minutes. Mais 30 minutes plus tard, après une descente irréprochable, c'est bien le Catalan qui ouvre le bal des arrivées à Chamonix. On l'a découvert en 2008. Ah ouais. Il a remporté 3 fois l'épreuve. De retour en 2017 face au grand François Den. Il avait terminé deuxième. On l'a vu au retour aux affaires. Être capable de faire le grand écart, de gagner un 27, un 33 ou un 100 miles. Il est le seul à l'heure actuelle à être capable de courir sur toutes les distances. Et il va passer sur la barre des 20 heures, hein. Ouais, il va passer sur la barre des 20 heures, les gars. Il est monstrueux, il est juste monstrueux, ouais. Participation à l'UTMB. Incroyable. Incroyable. Une piqûre d'abeille, mais surtout 4 victoires et maintenant un record. 19h, 49 minutes et 32 secondes. 30 minutes de moins que le record de 2019 de Pau Capel. Et surtout donc, moins de 20 heures. Encore une fois, Kilian Jornet vient de... C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est comme Eliud Kipchoge qui a passé la barre du marathon en dessous des 2 heures, mais ça on regardera ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est incroyable, juste incroyable. C'est un autre homme qui aura tenté de jouer les troubles faits du... Mathieu Blanchard. Il va aller les chercher, c'est moins de 20 heures lui aussi. Il va casser cette barrière mythique. Après sa 3e place de 2021. Le voici donc dauphin de Kilian Jornet. 19h, 54 minutes et 50 secondes. Un autre extraterrestre sous la barrière des 20 heures. Et c'est tout un symbole que ce soit Mathieu Blanchard qui le talonne. Car bien qu'ayant le même âge que l'Espagnol, il incarne cette nouvelle génération d'ultra-trailers. Arrivé sur le tard, il est la preuve que cette discipline se professionnalise et se développe à une vitesse folle. Entraînement, hydratation, nutrition, ravitaillement et mental. Chaque année, les limites de tous les facteurs de performance en ultra-trail sont repoussées. Et une chose est sûre, ce n'est que le début. Des monstres. Evans termine lui 3ème. Une gestion de course parfaite pour le retour à la compétition du Britannique, qui complète le podium. Ah mais l'autre il a craqué totalement du coup l'américain. 20 minutes après Kilian Jornet, arrive le grand battu, Jim Wamsley. Son estomac lui aura encore joué des tours. Mais cette fois-ci, il aura terminé l'épreuve. Puis après, ce seront 1790 athlètes, professionnels ou amateurs, qui parviendront à rallier la ligne d'arrivée à Chamonix. 68% de finishers. Le dernier, Tomio Suyama, terminera en 47 heures, 11 minutes et 53 secondes. Après avoir pris le départ vendredi à 18h, il sera donc arrivé dimanche, presque à la même heure, après 3 jours et 2 nuits d'efforts. Et là, c'est à se demander pourquoi ces hommes et ces femmes décident de s'infliger ça. Pour l'aventure, pour... En vrai, je pense, en vrai, je vous le dis, hein, si je fais ça, j'essaie de le faire sans pause. Au million. Quand on aura le million, quand j'aurai le million d'abonnés, si on les a un jour, je fais ça sans pause. Contact si particulier avec la
nature, pour le dépassement de soi forcément. Mais je pense qu'il est difficile d'en comprendre totalement la raison tant que l'on n'a pas couru un ultra. Car la montagne russe d'émotions par laquelle un athlète peut passer ne peut pas vraiment se décrire. Il faut la vivre. Et ce sentiment, il n'y a que peu de doute. Tous ces finishers s'en souviendront pour le restant de leur vie. Ah, donc c'est excellent. Ce youtubeur fait des choses incroyables. Ça soit le niveau, la qualité de son contenu, etc. Donc sa chaîne c'est Fatch. Tous les liens sont en description. C'était la deuxième partie de la vidéo et la fin de cette vidéo sur l'UTMB. Donc c'était vraiment incroyable de passer, de vous montrer cette vidéo. Parce que ça montre aussi les talents qu'on a sur YouTube français. On a des super gros youtubeurs. Super bons youtubeurs aussi. Donc vraiment c'est incroyable. En tout cas je vais vous laisser là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.